mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes là pour vous présenter deux ouvrages. L'un est Jerzy Hrynica, Les nouvelles élites tchécoslovaques, une formation française 1900-1950, et l'autre que j'ai dirigé et auquel Jerzy Hrynica a d'ailleurs également participé, concernant les relations entre la France et l'Europe centrale, médiateurs et médiations, dont je vous dirai quel est le créneau chronologique. Alors nous allons consacrer l'essentiel de cette soirée à la présentation de l'ouvrage de Jerzy, que je vais vous présenter et auquel je vais poser un certain nombre de questions pour évoquer son travail. Alors, Jerzy Hrynica est depuis 2009 maître assistant à la chaire d'histoire et de didactique de la faculté de pédagogie de l'université Charles. Il la dirige d'ailleurs, cette chaire, depuis mars 2013. Il a été bachelier en 1996, puis titulaire d'un master sur les échanges culturels et intellectuels entre la France et les pays tchèques de 1875 à 1925. Donc c'est dire que son intérêt pour le sujet remonte plus loin. Il s'est lancé dans un doctorat en queue-tutelle entre l'université Charles et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec Jerzy Pokorny, professeur d'histoire à la faculté de pédagogie, et moi-même, pour soutenir finalement sa thèse en 2012. Je dois dire ici que c'était un véritable plaisir de soutenir Jerzy dans ses travaux et de l'accompagner jusqu'à sa soutenance. Il a entre-temps obtenu de nombreuses bourses franco-tchèques, fréquenté le CEFRES, le Centre français en sciences sociales, dont certains d'entre vous savent peut-être qu'il a été menacé et qu'il a été en quelque sorte ressuscité au printemps 2014 et qu'il joue aujourd'hui à nouveau tout son rôle sur la scène scientifique pragoise. Les thèmes de recherche de Jerzy Hrynica portent sur les relations franco-tchèques, l'histoire politique, sociale et culturelle des 19e et 20e siècles, et l'histoire de l'éducation. Ce sont les trois axes de ces travaux. C'est donc essentiellement un historien du culturel que nous recevons ici, et ce n'est pas un hasard si Pascal Horry a écrit la préface à l'ouvrage qui est sorti de la thèse de Jerzy. Alors, je dirais que les premiers grands travaux de Jerzy Hrynica remontent à 2009, un travail remarquable sur l'Institut français entre 1920 et 1951, qui est paru aux éditions Carolinum à Prague, donc en 2009, et puis une histoire des sections tchécoslovaques et tchèques à Nîmes, de 1924 à 2007, et qui, je dois dire, travail qui a débouché aujourd'hui sur une publication en tchèque sur l'histoire des sections tchécoslovaques, presque un siècle, de 1921 à aujourd'hui, et ça devrait paraître en 2016, j'imagine, aux éditions Carolinum aussi, donc un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux d'entre vous qui sont à Prague. Mais c'est surtout en 2015 que la production de Jerzy culmine, avec les nouvelles élites tchécoslovaques, une formation française 1900-1950, et puis sa contribution à ce volume collectif, l'Association des anciens élèves tchécoslovaques du lycée français au XXe siècle, amicale ou groupe d'influence. Question intéressante à poser. Entre-temps, Napoléon, Jules Legras, alors Jules Legras c'est un nom qui ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais ça a été la grande figure de la statistique à l'université de Dijon. Il est décédé pendant la guerre. Le rôle de la langue et de la culture dans les relations internationales ont fait les délices de chercheurs de Jerzy Hrynica.
Mais nous allons surtout avancer en posant des questions à Hirji. Et je vais arrêter ici cette présentation, lui demander, parce que c'est une question qui nous intéresse tous, puisque vous êtes là, ce qui l'a amené à s'intéresser aux Français. Nous avons dans la salle, je crois, ses parents qui ne parlent pas le français. Alors, qu'est-ce qui a amené Hirji à étudier le français et à se consacrer aux relations franco-tchécoslovaques? Donc, bonsoir, mesdames, messieurs, merci pour cette intervention, cette introduction d'Antoine Marès. En l'entendant, en écoutant, j'avais l'impression que c'était pas moi qui était présenté, parce que je ne savais même pas combien des articles sont sortis déjà de mon intérêt porté depuis, ça fait déjà, ça je ne savais même pas, que ça faisait presque 15 ans maintenant, sur les relations franco-tchèques. Et merci surtout également M. Pospíšil pour me permettre de présenter ce livre. Ça veut dire également ma thèse, les fruits de ma recherche portée pendant plusieurs années ici au Centre tchèque, qui a un lieu de mémoire que vous connaissez tous parfaitement, parce que c'est là d'où commence à s'écrire cette histoire des relations franco-tchécoslovaques vraiment, et pas seulement les relations franco-tchèques, si je peux le dire tout simplement ainsi. Et merci également à mes amis qui sont présents ici, qui m'ont beaucoup aidé à la rédaction de ma thèse, parce que le français, et c'est là où je reviens à la question que Antoine Marès m'a posée, c'est une langue qui s'apprend difficilement, mais quand une fois on y est imprégné, il fait toujours partie de notre pensée, et c'est une langue formatrice de la pensée, mais à l'écrire c'est beaucoup plus différent qu'à parler. Donc pour répondre à la question, je représente, je pense, très bien la partie de ma génération des Tchèques, slovaques d'ailleurs aussi. J'ai commencé avec l'allemand, ensuite c'était le russe obligatoire à l'école. Au bout de 2 ans, même pas, la même professeure de langue est passée du russe à l'anglais. Et au lycée, tout par un hasard, je me trouve dans une classe de français, même s'il y avait une classe d'allemand et d'anglais à côté. Donc, une preuve que la vie, de toute façon, c'est un hasard. Et dans ce cas, dans mon cas, si je peux me permettre ainsi, c'était un hasard heureux, comme Václav Jámek le dit, un ancien étudiant de Dijon, qui se trouve à la section de Dijon par un grand hasard. Et finalement, c'est cet hasard-là qui lui change complètement le destin et le forme également. Une fois être étudiant du français dans un lycée de banlieue de Prague, j'ai commencé à fréquenter l'Institut français de Prague, et en quelque sorte, en tant que grand lecteur de Bohumil Hrabal à l'époque, j'ai trouvé en enseignant à l'Institut les chansons de Georges Brassens, et je me suis dit que finalement la culture tchèque et française sont tellement proches, quand les esprits sont proches eux-mêmes aussi. Et c'est par Georges Brassens que je me suis vraiment commencé à intéresser beaucoup plus à la culture qu'à la langue. Si vous voulez, la langue est devenue de plus en plus pour moi en tant que vecteur d'une culture plus large. Et avec ceci va également mon intérêt pour un métier auquel je me suis destiné déjà au lycée. C'était un métier d'historien, même si je n'avais pas du tout encore l'impression qu'est-ce que c'est être historien. Si je l'avais su, je l'aurais peut-être choisi différemment. Non, c'est bien sûr énorme. Et en faisant, donc en restant, en étudiant en histoire à l'université francophone,
Donc ce n'est plus un hasard que je me retrouve un jour en France et en cherchant un sujet dans le master, je me retrouve à Paris. Par contre, un autre hasard m'amène au bureau, d'ancien bureau d'Ernest Denis, devant une table derrière laquelle se trouve Antoine Marès. Et depuis ce moment-là, on reste très liés en ce qui concerne, mais pas de chercheurs, mes premiers pas de chercheurs, et de là également l'idée d'écrire une thèse des relations franco-tchécoslovaques. Et pour un peu conclure cette réponse, qui finalement est assez large, au bout d'une discussion en termes, les élites apparaissent, et en fin de compte, c'est ce terme-là qui se montrait très porteur, comme un fil d'Ariadne, une fil rouge qui finalement m'a permis de traverser un demi-siècle de l'histoire des relations franco-tchécoslovaques, de l'histoire, en me permettant en fait de sortir de la chronologie de l'histoire politique classique et d'avoir un champ d'approche, si vous voulez, assez large pour avoir une vraie approche d'historien. Donc les élites étaient une idée clé de la politique culturelle française dans cette période-là. De former des élites d'un nouveau pays était la réponse ou la clé, le terme qui englobait toute une politique. Donc, en fin de compte, c'est pour ça les nouvelles élites tchécoslovaques se trouvent au titre de mon livre. Alors, on a commencé à parler de chronologie. L'ouvrage porte sur 50 années, 1900-1950. Lorsque nous parlons de chronologie politique et de chronologie d'histoire du XXe siècle, nous avons du côté français comme du côté tchèque des dates bien enracinées. Du côté français, il est évident que c'est 1914-1918, et puis ensuite 1940, puis 44-45 en ce qui concerne la période qui nous concerne. Du côté tchèque, il y a effectivement la rupture de 1918, qui est une rupture majeure, et puis ensuite c'est Munich. Peut-être symboliquement plus Munich en 1938 que l'invasion d'Allemagne en 1939 et puis ensuite 1945, puisque la libération de l'espace tchèque est une libération tardive, qu'elle s'opère symboliquement le 9 mai 1945 avec l'entrée des troupes soviétiques dans Prague au petit matin, et puis ensuite 1948. Or, ces deux chronologies ne coïncident pas avec la chronologie adoptée 1900-1950. Alors je voudrais savoir si les raisons qui ont fait que Hiachi a choisi ces chronologies, peut-être pour enjamber les chronologies politiques, peut-être pour d'autres raisons. Est-ce que 1950 est la véritable rupture dans la formation des élites et pas 1948? Une question des chronologies, c'est toujours une question qui se répond par celui qui doit répondre. Autrement dit, il n'y a pas une chronologie des relations franco-tchèques. Il y a tellement de chronologies combien il y a de ceux qui posent la question. Ça veut dire qu'il y a une autre chronologie si on questionne les institutions des relations franco-tchécoslovaques. Il y a une autre chronologie si on parle de la francophonie ou de la francophilie tchèque. Et il y a une autre chronologie si on regarde après quelque chose qu'on appelle les études de cas, donc les biographies, les destins de ceux qui font les acteurs, si vous voulez, de ces relations franco-tchécoslovaques. Donc, en choisissant ces bornes de temps, 1900-1950, j'ai voulu montrer
que mon objectif, c'est surtout de sortir d'une chronologie politique, parce que l'histoire culturelle a son propre rythme, même si les influences, les ruptures ou les continuités politiques, on y les trouve, ça c'est une évidence bien sûr, mais à côté de ça, il y a un autre rythme qui, je dirais, est beaucoup plus proche, ou nous permet de comprendre ou analyser beaucoup plus en détail la question des relations franco-tchécoslovaques ou franco-tchèques si on essaie de réfléchir au culturel dans ces relations. Donc 1900-1950, je dirais, sont plutôt les bornes symboliques, pas vraiment des dates de rupture. Et par contre, c'est pas seulement les dates symboliques, on peut autour de 1900 avoir tout l'imaginaire de Paris, de l'année 1900, de l'année de l'exposition universelle. C'est exactement le moment, à peu près une dizaine d'années, où on parle de la montée de la francophilie tchèque, des années 90, du 19e siècle, comme une force non négligeable de la construction de l'identité tchèque. Les travaux de Stéphane Reznikov nous montrent très bien. Donc les acteurs qui seront ensuite les majeurs acteurs de l'entre-deux-guerres, ceux qui vont aider à monter, à construire les institutions qui, elles, seront ensuite les porteuses de relations culturelles franco-tchécoslovaques, vont être pour la première fois en France, à Paris, en général à Paris, mais à Dijon par exemple, comme c'est le cas d'Edvard Beneš, avant 1914, donc autour de 1900. Donc on peut dire que autour de 1900, toute une équipe de francophones, francophiles en quelque sorte, et tchécophones se forme. Donc une nouvelle génération va apparaître qui sera ensuite celle qui va former les relations de l'entre-deux-guerres. 1950, j'ai voulu bien évidemment montrer par cela que l'histoire, je me répète un peu, culturelle des relations franco-tchèques ne se termine nullement par la fin de la guerre. C'est pas 1945, c'est pas 1948 où le registre qu'il soit francophile ou francophone ne disparaisse de la culture papra, de la culture tchèque. Si on voulait vraiment trouver une rupture culturelle, pas politique, des années 50, je proposerais la date le 1er mai. Ce n'est pas inodin que ce soit le 1er mai 1951, où l'Institut français est officiellement fermé par les autorités communistes. Mais en même temps, on peut dire que le jeu ou les cartes ont été déjà posées sur la table un peu avant, donc 1900 à 1950, me paraît, et je répète, être des dates symboliques, mais qui par contre permettent ensuite nuancer beaucoup plus l'événementiel dans ces histoires. Merci, nous sommes dans un lieu de mémoire, ça a été rappelé tout à l'heure, pour les relations franco-tchécoslovaques, ce bâtiment est absolument fondamental, puisque c'est là que s'est créé le Conseil national des pays tchèques, d'abord, qui est devenu le Conseil national tchécoslovaque, entre 1916 et 1917. Et aujourd'hui, j'ai croisé totalement par hasard, encore que le hasard soit relatif, Irshek Milica à l'Institut d'études slaves, où je passais. Donc on voit bien la concentration des lieux institutionnels sur la rive gauche. Si je regarde Jean-Philippe Namon, je peux dire aussi que le Palais Royal est un lieu de mémoire important, ou encore sur la rive droite, ou encore on pourrait citer aussi le cimetière du Père-Lachaise, où il y a des lieux de mémoire importants pour les combattants de la Première Guerre mondiale. Bref, dans votre ouvrage, il y a
toute une dimension qui concerne les institutions. Hein, ces institutions qui naissent au cours de la guerre, mais de façon plus nette, bien sûr, au lendemain de 1918. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des institutions que vous avez évoquées et peut-être de celles qui sont centrales dans les relations franco-tchécoslovaques pour la période que vous avez étudiée. L'histoire des institutions est une histoire morte. Ça veut dire écrire l'histoire par les institutions n'est pas une approche méthodologique, historiographique qui trouvera ses lecteurs. En exagérant, en disant ça, j'exagère un peu, mais c'est vrai que si en historien, si on s'y penche sur les sujets que nous approchons, on se rend rapidement compte, c'est surtout les institutions qui produisent les futures sources, donc les papiers, les documents, et on est un peu piégé dans ces questions. Qu'est-ce que c'est l'institution, quel est son rôle, parce qu'elle se met toujours logiquement au centre des mouvements d'histoire, mais quel est son rôle réel ensuite dans cette histoire. Donc en parlant des institutions, j'ai essayé, et vous évoquez tout à fait exactement qu'il y a une certaine institution qui soit au cœur de mon approche. J'ai essayé de niveler, ça veut dire de trouver de plusieurs niveaux de cette approche par les institutions. On est aidé à étudier l'histoire ou les relations franco-tchèques culturelles, les relations culturelles franco-tchèques, par le fait que la conception française de cette relation, surtout dans l'entre-deux-guerres, passe par les institutions. Donc, elles sont au cœur de la pensée d'influencer de nouveau un nouveau pays émergent, si vous voulez, de l'Europe centrale, qui sera la Tchécoslovaquie. Cette idée que par les institutions, si vous pouvez vous imaginer une structure comme une pyramide, donc on a au sommet les institutions clés, comme d'un côté l'Institut français de Prague et de l'autre côté l'Institut des études slaves à l'époque. Ce n'est pas le centre tchèque, le tchécoslovaque, parce que ce centre, malgré les tentatives, ne sera jamais réalisé parce qu'il ne trouvera pas assez de représentants ou assez de ceux qui partageraient cette idée du côté tchécoslovaque, du côté ministériel surtout. Mais il est vrai que l'Institut français de Prague est, à l'époque, dans l'imaginaire, si vous voulez, représenté comme une lanterne, comme une lampe d'où jaillisse la lumière qui ensuite illumine la société tchécoslovaque et par l'influence française la dégéromanise. C'est une idée tout à fait abstraite, si vous voulez, mais qui, à un moment donné, donc ça veut dire dans les années 1918, 1919, 1920, la période fondatrice pour l'histoire institutionnelle des relations franco-tchécoslovaques, sera acceptée par les représentants tchécoslovaques à cette époque-là à Paris, à la conférence de paix. Donc on peut dire que on est dans une logique pyramidale. On a au sommet les instituts français, comme j'ai dit, à Prague. Ensuite, au niveau secondaire, on a le lycée français de Prague, qui prépare les futurs francophones pour l'Institut français, qui peut être une université, et il en est, en fin de compte, une semi-université, très clairement. Et à côté dans le lycée français de Prague, on a un projet que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, parce que c'est un projet qui n'est pas tout à fait connu et qui aujourd'hui est assez unique, je dirais, et c'est la section tchécoslovaque dans le lycée français, donc au secondaire. Donc d'un côté, on a de nouveau un équivalent, l'Institut français de Prague, son équivalent, l'Institut des études slaves, un équivalent du lycée de Prague, qui à l'époque est une institution tchécoslovaque, et doit se défendre contre les critiques qu'elle soit vraiment une institution tchécoslovaque et pas une institution étrangère,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si vous voulez. Et à côté de ça, au même niveau, il y a ces sections, le projet des sections. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai également choisi cette photo sur la une de l'ouvrage, parce qu'il s'agit de 3 étudiants, 3 élèves, plus précisément. Jiří Voskovec, sur votre droite, gauche, non, pardon, sur votre gauche, l'héraldique comprend les images de l'autre côté. Il faut toujours se positionner selon celui qui tient le blason. C'est ça ce qu'on apprend aux étudiants. Donc, vous avez Jiří Voskovec et à côté ou en face de lui, il y a Higa et Lesach, ceux camarades de classe qui, tous les 3, seront à l'origine d'un théâtre au lycée, joué par les étudiants, et qui, ce trio, si vous voulez, va être très présent au moment du lancement de Vesproghet Televizion, que vous connaissez peut-être. C'est le même trio, le même jour, en face du même bâtiment. C'est en fait les photos au moment de la sortie des classes, ça veut dire après le baccalauréat, en partant en Tchécoslovaquie, voilà, ils montrent leur vie et leur fraternité. Voilà prise par Voskovec, cette fois-ci, à Dijon également, et les étudiants tchèques de Dijon en 1922. Donc, est-ce qu'on est encore sur une institution? Est-ce qu'on étudie encore l'histoire institutionnelle si on commence à se trouver en face des représentations comme ça? Oui, tout à fait, parce que cette institution reste un chapitre de la coopération culturelle, politique. Elle en est au niveau des discours, si vous voulez, mais une autre histoire commence à se jouer derrière, et c'est en fait une histoire sociale, une prosopographie, une biographie collective de ceux boursiers étudiants passés à ce niveau-là par Dijon, ou, si vous voulez, une autre institution qui m'a intéressé, c'est l'institution des bourses, donc les bourses en général. Parce qu'une politique de bourse, c'est également une politique d'État, une institution au propre terme, au vrai terme, si vous voulez, au propre sens du mot. Et de l'autre côté, c'est plutôt l'histoire des boursiers, leur disposition sur le territoire de France, en quelque sorte, leurs spécialisations qui ont été au centre d'intérêt de mon approche. Donc, pour conclure, de nouveau, cette réponse, en quelques mots, l'histoire institutionnelle est au cœur de mon approche, mais tout mon travail a essayé d'aller vers une autre histoire institutionnelle, donc une histoire qui est portée et qui essaie de nuancer le discours politique et ensuite l'histoire sociale. Oui, je compléterai peut-être ce qu'a dit Jiří en disant que il y a effectivement dans ce livre une histoire d'institutions prestigieuses, l'Institut d'études slaves, bien sûr, pour lesquelles il a fait des recherches qui n'avaient jamais été faites jusqu'à présent. Il a créé véritablement des archives, même si on pourrait peut-être aller encore un peu au-delà pour une histoire de l'Institut d'études slaves, mais pour laquelle Jiří serait tout à fait qualifié. Donc c'est là, si vous voulez, c'est l'Institut d'études slaves, je le comparerais un petit peu à la cabine du capitaine qui pilote les relations franco-tchécoslovaques, puisque c'est là que se réunissent par exemple le conseil scientifique de l'Institut français de Prague, que sont gérés les échanges du côté français. À l'époque, le ministère des Affaires étrangères n'avait pas développé au point d'aujourd'hui la partie relative à la gestion des